DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell et dans cette émission Parcours où j'ai le plaisir de recevoir Thierry Alliot. Thierry, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Thierry, dans cette émission, c'est le principe, on va parler évidemment de ton parcours, mais aussi de tes enjeux et de ta vision d'évolution de ton métier pour à la fois, évidemment, mieux connaître ta fonction et ce que tu aimes aussi dans ce métier. Et c'est un moyen de faire partager cette motivation. On est d'accord ? Pas de problème. C'est parti. Avec grand plaisir. Alors, d'abord un mot sur ton entreprise, ta fonction actuelle. Tu es aujourd'hui responsable environnement de travail pour Shiseido. J'ai préféré le dire comme ça plutôt que chez Shiseido, parce que c'est toujours plus compliqué. Shiseido, marque bien connue quand même des aficionados de la cosmétique. Exact. Voilà. Un petit mot pour nous présenter Shiseido et aussi le périmètre de ta fonction, s'il te plaît. Alors, Shiseido est une multinationale japonaise qui a en gros une division européenne qui couvre tout le MEA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, Afrique, qui est basée à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, et qui a son siège à cette adresse. Ouais. Et donc, mon rôle, c'est de s'occuper de ce siège. Ok. Avec quoi dans ton périmètre? La gestion immobilière, les services? Alors, exactement. L'immobilier, exploitation immobilière, sécurité, sûreté, parc auto, RSE, etc. Ok. Comme souvent dans nos métiers, en fait. Les principales missions qu'on retrouve sur l'environnement de travail. À qui est-ce que tu es rattaché? Est-ce que tu es rattaché d'ailleurs à quelqu'un? Oui, je suis tout seul. Exactement. Je suis rattaché à la DRH. Ok, très bien. C'est une question comme ça, mais parce que c'est une évolution, cette évolution au rattachement vers les DRH. Et, historiquement, la fonction a soit été rattachée directement à la direction générale. Oui. Ou à la direction administrative et financière. Tu as connu différents rattachements? J'ai connu tout. Ça change quelque chose? Oui, parce qu'en fait, chaque entité, je dirais, c'est une évidence, mais un DAF va avoir un regard extrêmement financier sur la fonction, peu sur l'impact que ça peut avoir. Si c'est moins cher, c'est mieux. Si c'est une direction générale, c'est beaucoup plus des notions de stratégie qui vont se poser. Si c'est à la RH, c'est beaucoup plus des questions d'impact au niveau des élus, d'impact au niveau des personnes, etc. Le côté financier est souvent mis en second rideau. C'est vrai. Très bien. Non, mais c'est intéressant comme retour d'expérience. Pour ça, je me permets de demander, parce que quand c'est présenté comme ça, souvent, je fais cette réflexion. On va s'intéresser, donc, je le disais, à ton parcours. Quelle est ta formation initiale et comment est-ce que tu en es arrivé à cette fonction de responsable environnement de travail? Alors, comme 80-90% des gens dans nos métiers, je n'ai pas du tout commencé dans cette direction-là. Oui. Moi, au départ, j'étais militaire. Okay. Dans l'armée de l'air, je m'occupais de radars de contrôle aérien. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Donc, j'ai fait X déplacements un peu partout dans le monde. Quand j'ai quitté l'armée, je suis rentré dans une boîte de télécom qui cherchait également quelqu'un apte à faire des déplacements un peu partout dans le monde, ce que j'ai fait pendant 5 ans, 6 ans. D'accord. Et ensuite de ça, je suis rentré chez Ericsson parce que globalement, j'avais envie d'arrêter les déplacements. Et donc pendant 10-12 ans chez Ericsson, j'ai fait à la fois des métiers purement techniques, du labo, de la production, mais j'ai aussi fait du projet, beaucoup de projets. J'ai fait formateur, j'ai fait à peu près tous les métiers. Et c'est la chance que des boîtes comme Ericsson offrent aux personnes qui y sont, c'est de permettre de faire tous les métiers dans l'entreprise, en fait. Oui. Ce qui fait qu'à la part commerciale, parce que je sais parfaitement que ce n'est même pas la peine d'essayer, je ne suis pas bon commercial. Et donc, j'étais à l'avant-vente. J'ai eu l'occasion de faire un très beau projet en Nouvelle-Calédonie, très compliqué techniquement, où en gros, il y avait eu un petit raté au niveau de la vente et il y avait de quoi payer une personne quand il fallait faire tous les métiers. Donc, ils cherchaient un profil à mesure de faire tous les métiers et j'étais un des rares, sinon le seul, en mesure de faire ça.
Ouais. Donc, polyvalence. Exactement. Et donc, je suis parti 2 ans, un peu moins de 2 ans en Nouvelle-Calédonie, en famille, etc. C'était passionnant, techniquement très compliqué, et j'ai eu quelque part l'impression d'avoir monté l'Everest. Quand je suis revenu, on m'a dit pas de problème, tu retournes à l'avant-vente. Et là, ça n'avait plus aucun goût. Ah oui. Rien du tout. Ah oui. Et donc j'ai dit qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui te plaisait? C'était le mode projet que tu voulais retrouver? Le mode projet, l'autonomie, l'envie d'avancer, il y avait plein de choses que je cherchais. Et donc là, j'ai commencé à faire le tour. Il y avait en gros 2 options possibles. Il y avait un plan de départ en pré-retraite. Je suis allé voir, il y avait l'IT et l'environnement de travail. Et j'ai été un peu tâter le terrain, voir un peu ce que ça représentait. Je ne connaissais pas beaucoup. Et je suis allé voir le gars de l'environnement de travail et je lui ai dit, écoute, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi, Francis. La première, c'est que tu vas partir en retraite plus tôt. La deuxième, c'est que tu cherchais un remplaçant. Voilà, tu l'as trouvé. Ah, il cherchait un remplaçant. Oui, parce que c'était une des conditions du départ en pré-retraite. Et on a discuté et négocié avec la RH pour avoir une phase de transition assez longue, parce qu'en fait, c'est lui qui m'a appris le travail. Et 9 mois après, il est parti. À l'époque, Ericsson était tout petit, c'était 350 personnes, un seul site, etc. Et pendant les 10 ans pendant lesquels j'ai géré l'environnement de travail chez Ericsson, j'ai fait 28 projets immobiliers, quand je suis parti, il y avait 13 sites, bref, et il y avait 2000 personnes. Ah oui. Donc, c'est arrivé en pleine croissance. Exactement. Et cette croissance, beaucoup de projets. Énormément de choses à faire. Ah oui. Énormément de choses à faire. Et un nouveau siège à gérer, puisque en même temps, le siège, on était en fin de bail, on est parti sur un BFA et on est parti de zéro en fait pour créer le siège et c'était passionnant. Oui. Et alors là, on est en quelle année? Alors le siège 2015, mon début dans l'environnement de travail 2008. Ok. Donc 2008 jusqu'à maintenant, hop, environnement de travail. Environnement de travail. Bon, tu as trouvé une voie, un métier qui te... Ouais. J'ai clairement trouvé quelque chose qui me passionne. Qui te passionne. Ouais, j'ai clairement... Qu'est-ce qui te passionne le plus? Quels sont les aspects qui t'intéressent le plus dans le métier? La diversité, l'autonomie, la liberté d'action, le management. J'adore le management. Le relationnel. Être en relation avec des gens de tout milieu, toute hiérarchie, toute position, c'est très très intéressant. Voilà, c'est un ensemble de choses en fait. Le fait de ne pas savoir le matin ce qu'on va faire dans la journée, il y a des gens que ça traumatise, moi j'adore. Oui, parce qu'on peut avoir l'impression de saupoudrage aussi à la fin de la journée parfois. Exact. Donc, ça signifie quoi? Est-ce qu'il y a des qualités particulières pour toi qu'il faut avoir pour pouvoir justement exercer une fonction qui est aussi variée et qui peut partir dans tous les sens? Ah, ça c'est clair. Alors, oui, il faut être curieux. Il faut savoir gérer un peu le risque aussi, parce que très clairement, la première fois qu'on se lance dans un projet immobilier, on ne l'a pas fait. Donc, il faut savoir s'appuyer sur des gens qui savent, il faut savoir apprendre, il faut savoir connaître ses limites et les repousser en permanence. Oui. Donc c'est toujours ce type d'exercice. C'est-à-dire qu'en gros, les qualités, c'est d'abord la curiosité, l'envie d'apprendre, l'envie de partager et l'envie de faire bien, en fait, pour les autres. Tu me disais aussi qu'il y avait un enjeu. Alors, est-ce qu'il est particulier à cette fonction? Je ne sais pas, mais toi, en tout cas, pour toi, c'était important. Il faut savoir asseoir sa crédibilité, tu me disais. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des gros problèmes de notre métier, c'est qu'on est tout seul dans une entreprise. Si jamais on est horloger dans une boîte d'horlogerie, il y a plein de gens qui connaissent l'horlogerie et si on parle de quelque chose de précis, on va avoir une écoute. Dans nos métiers, on est généralement tout seul dans notre spécialité. Si on veut porter une alerte sur un sujet Si on veut porter une alerte sur un sujet spécifique, il est très difficile de trouver une écoute. Et le seul vrai moyen d'avoir cette écoute, c'est d'abord d'avoir construit une crédibilité. Donc pour avancer, pour des nouveaux projets, pour de nouvelles actions, etc., voire même parfois, ne serait-ce que conserver le système tel qu'il existait avant pour différentes raisons, quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de crédibilité. C'est vrai dans tous les métiers, mais c'est très très vrai dans nos métiers parce qu'on est vraiment tout seul. Et tu construis comment alors une crédibilité comme ça? Tu me disais, il faut une éthique, c'est ça? Ah, ça, c'est absolument indispensable. Il faut une droiture. Il faut il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Il faut que les gens aient confiance, en fait.
Oui, tu me disais le fond plus que la forme. Absolument. Je ne suis pas un champion de la forme. Le fond, oui. Ah, d'accord. Ouais, ça m'arrange, remarque. Oui, mais non, mais comme on entend beaucoup dire que justement les métiers de l'environnement de travail n'ont pas l'habitude de se mettre en avant par rapport à d'autres métiers de l'entreprise, je ne vais citer personne. Non, mais bon, voilà, n'ont pas l'habitude de se mettre en avant, que c'était quand même important d'avoir un savoir-faire, mais de le faire savoir. Et j'irai même plus loin, c'est que moi-même, j'ai été pendant très longtemps, je dirais pas un opposant, mais quasi à la communication, parce que pour moi, c'était juste parfaitement inutile. J'ai changé d'avis entre-temps. Ah, très bien. Oui, donc, aujourd'hui, oui, exactement. Ouais. Je ne veux pas survaloriser la communication, mais je pense qu'elle a son rôle comme d'autres actions. Ouais. Tu me parlais aussi de la culture de l'entreprise. Ou plutôt, je te demandais, est-ce qu'il faut, dans ton métier, j'imagine, beaucoup tenir compte de la culture de l'entreprise dans laquelle tu exerces. Est-ce qu'il faut toujours en tenir compte? Est-ce qu'il faut savoir la bousculer? Est-ce qu'il faut savoir dire non aussi des fois? Alors ça c'est très clair, il faut savoir dire non. Quand je parlais de la droiture tout à l'heure, c'est clairement aussi savoir dire non. Oui. Parce que dire non tout le temps, c'est inutile et contre-productif. Oui, parce qu'il faut faire attention à ça. Je me souviens d'une fois où on avait fait un exercice sur ce sujet. D'autres métiers devaient caractériser le métier de l'environnement de travail. Et tu sais ce qui était sorti en tout premier? Monsieur ou madame qui dit non. Bah oui. Bah oui. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Parce que c'est plus, honnêtement, c'est plus confort de dire non. Ouais. On ne prend pas de risques. On gagne du temps. Ouais. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut dire non. Ouais. Et justement, notre métier, c'est aussi de savoir dire oui. Savoir pondérer entre les deux, en fait. Oui. C'est aussi ce genre de choses qui sont... Mais tu bouscules parfois quand même aussi la culture de l'entreprise ou... Oui. Bon. Oui. Mais n'importe comment, restons clairs, dans nos métiers aujourd'hui... alors, une époque, on restait très longtemps. Je suis resté... très long, 22 ans chez Ericsson, etc. Donc, il y avait cette phase-là, et quelque part, il y a toujours cette phase-là. Mais il y a aussi un intérêt, et je l'ai appris avec le temps, à passer d'une entreprise à l'autre pour pouvoir multiplier les échanges avec d'autres cultures d'entreprise. Et typiquement, je ne sais pas, si je reprends l'exemple d'Ericsson, il y avait 80% d'hommes et 20% de femmes. Aujourd'hui, chez Shiseido, c'est l'inverse. Oui. Évidemment, la culture d'entreprise est différente. Entre une entreprise de télécom et une entreprise... Voilà, c'est cosmétique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc oui, il faut s'adapter, mais l'adaptation ne veut pas dire compromission. L'adaptation veut dire d'être en mesure de s'adapter aux autres ou de rentrer dans leur spectre de compréhension, dans quelque chose qu'ils vont comprendre, qu'ils vont admettre. Si on fait la révolution tous les matins, ça ne passe pas. Oui, bien sûr. Donc il faut un peu de révolution, mode de fonctionnement, exactement. Mais tu challenges quand même un peu. C'est ça. Donc il faut toujours un mixte, et fonction du moment, du sujet, des besoins de l'entreprise, eh bien, il faut savoir... Est-ce que tu es adepte de la culture du test? Parce que de plus en plus, des pairs que je reçois me disent, moi, j'aime de plus en plus faire tester des innovations, des nouveautés, plutôt que de les imposer. Exactement. C'est un moyen de challenger aussi. C'est ce que je fais. Je le fais depuis très très longtemps, les tests. Okay. Typiquement, actuellement, je suis en train d'installer une solution de ticketing. J'ai un mois de bêta-test avec une vingtaine d'utilisateurs, etc. Les résultats des tests sont publics, etc. etc. Ouais. Et c'est vrai pour les choix du café, etc. Il y a plein d'éléments sur lesquels notre valeur ajoutée. Est-ce qu'on prend le café A ou le café B? À partir du moment où le prix est bon et les conditions sont correctes, c'est plus qu'une question de goût, et tout le monde a raison. Oui. Donc partant de là, c'est typiquement un sujet casse-figure sur lequel il ne faut juste pas aller trop loin. Oui. Et donc le test est aussi un moyen de partager la décision avec le maximum de gens. Oui. Dans d'autres domaines, le test, c'est aussi un moyen, j'en sais rien, tester une cabine téléphonique par exemple. Vous avez toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Partant de là, si vous faites un test pendant une période et vous l'annoncez comme tel, avec des critères de succès ou d'échec, vous êtes en mesure, avec des éléments factuels, de trancher entre celui qui avait raison et celui qui avait tort. Et parfois, celui qui a tort, c'est nous. Très clairement, on peut avoir tort dans bien des cas, mais le test, il doit être mené dans sa grande, d'un bout à l'autre. Et c'est une des grandes difficultés de ce genre d'exercice, c'est d'avoir des éléments factuels et de faire convenir auprès de tous que si on atteint ce seuil, ces critères, eh bien, c'est un succès.
Et si on le fait admettre avant, à ce moment-là, on a les éléments pour lancer un test. Sinon, c'est même pas la peine. Hein. Dans beaucoup de cas, personne n'a rien mesuré et on y va parce que finalement c'était joli. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Après, il faut voir ce qu'on fait tester, jusqu'où on teste, etc. Les entreprises sont très différentes. Un de tes collègues récemment me disait, moi dans mon entreprise, on a la culture du test and learn. Tous les salariés peuvent proposer à la DET de tester une innovation, quelque chose qu'ils ont vu à droite ou à gauche. Mais du coup, ça fait beaucoup de tests et beaucoup d'actions. Bon, la question est toujours la même. Quels moyens on a pour le faire? Voilà. Ouais, tout à fait. Moyens financiers, mais moyens humains aussi. Oui, parce que c'est du temps, bien sûr. Exactement. Et là encore, vu qu'on sous-estime complètement la fonction, généralement, on sous-estime le nombre d'heures que ça représente, le nombre de personnes que ça implique, etc., etc. Donc, si on a les moyens, si l'entreprise met ce qu'il faut pour que les schmilblick avancent, ça peut avancer très vite. Oui, ça peut être une très bonne chose. Alors d'ailleurs, quels sont tes enjeux du moment? Alors en ce moment, sur quoi est-ce que tu bosses? Typiquement, j'en parlais tout à l'heure, c'est une solution de ticketing qui est une forme de révolution dans l'entreprise parce que pour beaucoup, ticketing, c'est un gros mot. Oui. C'est des solutions assez archaïques, enfin archaïques, le mot n'est pas très gentil, mais assez anciennes, on va dire, et assez lourdes et rébarbatives vues de nos amis de l'IT. Chacun a sa solution de ticket, etc. Mais les besoins d'une solution de ticket type informatique sont radicalement différents d'une solution de ticket environnement de travail. Donc déjà, la première étape de cet exercice, c'était de faire admettre qu'il fallait passer par ce genre de biais. Faire admettre que si quelqu'un a un problème avec son PC, il va être obligé de passer par les fourches codines de l'IT pour faire son ticket, etc. Sinon, ça ne sera pas réparé. Alors que si la chaise est cassée, c'est pas grave, on la pousse, on en prend une autre et on ne s'embête pas avec le ticket. Donc il faut que la solution de ticket de l'environnement de travail soit beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'utilisation, pas réparative du tout. Et ça fait déjà des critères qui font que les solutions sont radicalement différentes. Compris. Il n'y avait pas de solution jusqu'à présent pour l'environnement de travail? Des mails, des gens qui viennent frapper à la porte, etc., etc. Voilà. Donc là, on amène aussi un peu de rigueur, des statistiques. On peut communiquer sur des vitesses de réaction ou de résolution de tickets. Enfin, il y a toute une série de choses qui peuvent venir derrière ce genre d'outils. D'autres enjeux ou d'autres projets sur lesquels tu bosses? Tu me disais aussi que globalement, tu essayais de développer des solutions qui ensuite pourraient être développées sur d'autres sites en France et même sur l'Europe. Au niveau MEA, absolument. Aujourd'hui, typiquement, j'ai toute une série de choses en réflexion en termes de sûreté, en termes de, différents niveaux. Et systématiquement, j'essaie de construire les solutions pour qu'elles soient applicables par d'autres. Réplicable. Ce qui veut dire que parfois, l'investissement, il est fait une fois sur le siège et après, il y a juste à faire un peu de config. Et ça, typiquement, le ticketing, on peut faire tout MEA à un coût ridiculement faible. Pourquoi? Parce que en fait, le cœur de la mise en œuvre est déjà payé. Après, c'est juste de la configuration. Sur site. Exactement. Et donc, le passage d'une langue à l'autre, etc., c'est très simple. Alors, est-ce qu'il y a justement des tendances ou des innovations que tu surveilles plus particulièrement en ce moment? Je suis beaucoup, tu me connais, je suis dans le digital depuis un certain temps, digital de l'environnement de travail, et je m'intéresse depuis très longtemps sur les questions des capteurs. Et oui, je suis à l'écoute. Il y a quelques éléments pertinents au niveau des capteurs. Je pense en particulier aux capteurs au niveau de l'air. D'accord. Donc, typiquement, les questions de taux de CO2, par exemple. Qualité de l'air. Absolument. Le taux de poussière, etc. Ça fait partie des choses qui sont assez pertinentes. Ça t'est demandé ou non, pas obligatoirement. Là, typiquement, c'est quelque chose que je cherche à affiner parce que je pense qu'à certains endroits, il y a des choses à travailler, etc. Mais il faut quelques éléments de preuve. On ne peut pas dire, là, si on va dans telle pièce, dans telle condition, ça se passe plutôt pas terrible, il faudrait mieux... Non, il faut des faits, et des faits, c'est un capteur. Tu me disais aussi l'émergence d'outils unifiés pour les directions environnement de travail. Alors, vous êtes nombreux à en rêver. Les IWMS. Voilà. Tu surveilles l'évolution du marché. Il commence à être mature. Il commence à être relativement ancien. Ça fait un moment qu'on en parle, les IWMS. Et pourtant, on est toujours à discuter de ces outils unifiés qui feraient tout. Là, typiquement, tu parles de révolution, on est en plein dedans.
typiquement, entre le classeur Excel, l'outil spécifique pour la gestion du parc auto, l'outil spécifique pour du ticketing, etc., toutes les entreprises ont un lot de différents outils au niveau de l'environnement de travail. Dire on prend tout ça et on cherche à faire une intégration, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'on va en enlever une partie pour les mettre dans un outil, utiliser les modules existants, etc. Ça veut dire qu'on remplace 50% des outils auxquels on est habitué à l'environnement de travail. C'est obligatoirement une révolution, obligatoirement un questionnement. Même si la solution est très bonne, et je suis persuadé que ces solutions sont très bonnes, le simple fait de devoir changer autant de choses en si peu de temps, ça fait peur. Donc la mise en œuvre, voilà. Et l'autre volet, c'est derrière, c'est que cette difficulté à mettre en œuvre est aussi une difficulté demain si jamais ce partenaire change d'avis, part dans une autre direction, ou car on ne s'entend plus avec eux, ou le prix augmente, enfin bref. Là aussi, on sait qu'on va devoir à nouveau changer beaucoup de choses. Et ce gros changement, et quelque part l'association que ça implique avec un partenaire, c'est obligatoirement une association à long terme et très stratégique. Ce type de choix ralentit beaucoup de monde. Et puis tu me disais aussi attention au contrôle des dates. Alors en même temps, il en faut de plus en plus, et je sais que tu es sensible à ce sujet, et notamment au sujet du contrôle, de qui contrôle la data. Qui contrôle la data, à qui elle appartient, où est-ce qu'elle est processée, etc. Donc il y a des questions de RGPD ou autres, mais aussi des questions de quelque part, avoir de la data c'est bien, mais il faut savoir en faire quelque chose. J'irais même mieux, c'est que quand on collecte de la data, il faut déjà savoir ce qu'on va en faire. Donc c'est un ensemble qu'il faut déjà construire et il faut avoir une vision globale dès le départ. Certains propriétaires ont une vision très globale qui consiste à vendre la data. Et à ce moment-là, beaucoup rêvaient d'un BIM, rêvaient de... etc. Et se rendent compte que dès qu'ils lèvent le petit doigt, il faut payer 5 000 €. Ça calme beaucoup de monde. Tu as raison. L'intelligence artificielle, tu surveilles Alors j'ai encore fait quelque chose très récemment à ce sujet. Bien sûr que c'est un sujet intéressant. C'est le sujet du moment. Il y a toujours des modes comme ça. Il y a quelques temps, on parlait du métaverse. On parlait de la blockchain. On parlait de... c'était la blockchain. Est-ce que l'IA... est-ce que tu le sens différemment? Alors je le sens différemment parce que c'est beaucoup plus profond. Et c'est vraiment vers de multiples directions et de multiples domaines. Donc, je pense très clairement que là, il va se passer quelque chose. Maintenant, il y a un vrai problème derrière l'IA, c'est la zone, je dirais, dans laquelle travaille l'IA. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous dire ça, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont mis l'IA sur leur disque réseau et qui l'ont mis en place en disant c'est génial, formidable, et n'importe qui faisant un request pouvait accéder au salaire du PDG. Et ça ne s'est pas très bien passé. Forcément. Donc, la question de l'IA, c'est aussi qu'est-ce qu'on permet à l'IA, quelle zone de travail on permet, comment on veut le faire, quelles sont les limites qu'on veut imposer, etc. Et plus il y a de limites, moins il apprend vite et moins c'est pertinent. Donc en fait, c'est ces deux éléments de la zone d'apprentissage, la vitesse d'apprentissage, le nombre de questionnements qu'il peut avoir pour qu'il s'améliore, et de l'autre côté, toutes les notions de confidentialité de l'information qui vont faire que quelque part, il va se passer un équilibre. Et cet équilibre va être différent d'une entreprise à l'autre, va être différent d'un domaine à l'autre, etc. Mais oui, il va y avoir des impacts. Pas aussi gros que ceux qu'on veut bien nous chanter, très probablement. Mais tu t'y prépares, tu surveilles. Oui, absolument. J'invite tout le monde à le faire, en fait. Allez sur ChatGPT en ligne, c'est gratuit. Faites 3 clics, mais mettez pas votre CV. Ça va être une information qui va devenir publique après. Donc il faut savoir jouer et comprendre un petit peu de quoi on parle. Mais à partir de là, c'est passionnant comme exercice. Ça ouvre des champs. Exactement. Importants. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu vois, ce sera ma dernière question, comment tu vois évoluer la fonction et les lieux de travail en général, allez, on va dire à moyen terme, on ne va pas se projeter trop loin, mais là, dans les années qui viennent. Alors, il y a plusieurs combinaisons. La fonction, je pense que de plus en plus d'entreprises, ça commence vraiment à se voir. Déjà, il faut être clair, déjà, il y a une grosse pénurie dans notre profession. Donc, il y a beaucoup de postes et pas beaucoup de candidats pour ces postes, ce qui amène certains comportements et certaines difficultés. Derrière ça, je pense que de plus en plus d'entreprises, et ça se voit, vont chercher à détacher l'environnement de travail, soit de la RH, soit de la finance, pour la rattacher directement à la direction de l'entreprise en termes de stratégie. Tu penses? Ouais. Je pense que beaucoup d'entreprises commencent à comprendre l'impact que ça peut avoir.
Un des exemples que je mets derrière ça, c'est tous les échecs qu'il peut y avoir au niveau du flex. Si le flex, et c'est le cas très souvent, a été dirigé et piloté par les financiers, c'est une catastrophe. Et il y a plein d'échecs dans le flex aujourd'hui. On ne l'annonce pas très fort, mais il y en a. Ce qui veut dire que derrière, il y a des gens qui prennent conscience de l'exercice et qui se disent il faut peut-être s'adresser aux professionnels et vraiment leur donner le pouvoir, et pas donner le pouvoir à des financiers ou à d'autres. L'échec du flex, pour toi, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quand... Quand les gens votent avec leurs pieds. Voilà, c'est-à-dire quand ils viennent plus, où il y a du turnover, il y a des... Exactement. Et concrètement, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui vous disent « Ah oui, mais ils ne veulent pas revenir, ça doit être l'effet Covid ». Non, la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'ils doivent revenir? Si toutes ces questions-là ne sont pas posées, quels moyens on met en place pour qu'ils reviennent? J'entends par là moyens d'aménagement, moyens de procédure, moyens... voilà. Quel taux de responsabilité on donne aux gens? Est-ce qu'on leur impose des jours de flex ou est-ce qu'on leur dit vous faites ce que vous voulez? Tout ça, c'est des éléments qui vont faire qu'au final, et au-delà je ne suis pas seulement sur des questions d'aménagement, on est bien d'accord? Ça ne se limite pas au baby-foot, cette question-là. L'organisation du travail. Exactement. Et à ce moment-là, oui, il y a toute une série d'évolutions. Maintenant, pour ce qui est des aménagements et de la profession, je pense qu'il y a un volet qu'on va découvrir petit à petit, qui est le volet sur les foncières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie question. D'abord, les foncières ont trop d'espace. Et ensuite de ça, les locataires ont une difficulté, c'est que s'il y a 10 locataires dans un immeuble, on ne va pas créer 10 fois le service. Et donc, de plus en plus, les foncières se retrouvent à devoir créer des services, des espaces pour des services, etc. Donc, on voit évoluer la profession, non pas société par société, mais également immeuble par immeuble, ce qui ne se faisait pas avant. Alors aujourd'hui, on appelle ça hospitality, on appelle ça différentes choses. Mais des immeubles plus servicés dès le départ. Exact. Voilà. Et il y a même j'ai récemment eu écho d'un immeuble qui avait tellement poussé la chose très loin qu'il avait un taux de charge gigantesque et qui faisait fuir tous ses locataires. Oui. Donc il y a aussi un dosage à faire autour de... Exactement. Donc il y a tout un ensemble de choses à mener. Donc de la profession, je pense, il va y avoir un volet qui est assez nouveau qui va apparaître là. Oui. Pour le reste, je pense qu'il ne va pas y avoir de révolution, il va y avoir de l'adaptation comme toujours dans nos métiers. Je dirais, comme toujours dans nos métiers, on s'adaptera. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry pour cet échange, ce partage d'expérience. C'est un plaisir. Sur ton parcours. C'est toujours un plaisir avec toi, Lionel. Mais c'est gentil, réflexion sur ta fonction. Alors je rappelle que tu es responsable environnement de travail chez Shiseido. Allez, je l'ai tenté, j'ai réussi. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission de votre chaîne A-News Workwell. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien.